Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va aborder plusieurs sujets. On va parler performance, on va parler blessure au genou, on va parler produits dopants et encore bien d'autres sujets. Je vais essayer de vous apporter à chaque fois ma science de l'entraînement en espérant que ça pourra vous aider. On va commencer directement par la petite annonce à chaque fois. C'est la période de Noël, le deuxième épisode de cette semaine et on a jusqu'au 24 décembre une offre exclusive. Donc 50% sur tous mes programmes. Programme de réathlétisation, programme fitness, programme de mobilité. Bref, allez checker tout ça parce que je vais vous donner encore une fois des explications en théorie ici, mais si vous voulez vraiment la partie pratique, l'application de tout ce qui est dit, eh bien vous allez retrouver sûrement des informations dans ces différents programmes qui vous concernent éventuellement. Ok, donc si vous voulez compléter tout ce que je vous dis avec quelque chose de plus pratique, allez checker tous ces programmes. Il y a sûrement quelque chose qui pourra faire l'affaire. Sinon, commençons directement par les questions du jour. J'ai reçu énormément de questions, donc on va répondre à ces questions de la manière la plus effective possible. Je le rappelle à chaque fois, vous avez un lien dans la description. Cliquez sur le lien dans la description et envoyez vos questions sans limite de caractère. Je lis tout, ça me permet d'être le plus spécifique possible. Donc c'est comme ça que vous m'aidez à vous aider. Ne m'envoyez pas des DM sur Instagram, c'est compliqué de répondre à tout ça sur Instagram. Alors, première question qui a été envoyée par Julien ici, je l'ai choisi parce que c'est vrai que j'ai jamais abordé ce sujet et je trouve que c'est assez intéressant. Salut Kevin, j'avais deux questions pour toi. La première, qu'est-ce que tu penses de ces débats natty or not? Que penses-tu de l'utilisation des produits dopants? Et deuxième question, tu as une audience qui grandit mais on ne te voit pas faire de la vente de compléments alimentaires, de sponsoring pour d'autres marques, etc., etc. Y a-t-il une raison à cela? Alors c'est vrai que moi j'avais posé la question mais je trouve que c'est intéressant et je l'ai jamais vraiment expliqué. Alors pour répondre à la première question, le débat natty or not, donc est-ce que on est naturel ou pas? Il y en a qui ont construit des pages Instagram que sur ça, qui vont vers des gens qui disent ouais est-ce que t'es naturel, et il y en a qui mentent. Il y en a, les gars ils ont du juice qui sort de leurs yeux, ok, on a tous les produits dopants qui sortent de leurs yeux, ils te disent non, ils te regardent dans la caméra, ils te disent non moi c'est naturel, moi c'est les brocolis, hein, c'est les brocolis, ouais c'est les brocolis mon gars. Donc il y en a qui n'assument pas, bien entendu, c'est devenu un peu la mode dans l'industrie. Il y en a qui ont créé justement des pages en exposant justement ces personnes-là qui parfois mentent. Et c'est parfois, bien entendu, il y en a qui assument, qui disent ouais, je prends ça. Mais la plupart des gens, c'est vrai qu'ils s'en cachent. Et c'est vrai que j'ai vu dans l'industrie francophone également beaucoup de gens qui tournent autour de ça. Ouais, mais lui, c'est un dopé. Ouais, mais ça, c'est un dopé. Et moi, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je pense de ces débats natty or not? J'en ai rien à faire. Vraiment, j'en ai rien à faire. C'est vraiment un débat qui m'ennuie quand les gens parlent de produits dopants, etc. Parce que je m'en fous complètement, en fait. Moi, j'ai jamais pris de produits dopants. Bien sûr, je ne suis pas, c'est pas que je suis contre ou je juge quiconque en prend. Peut-être que je vais expliquer un peu. Bien entendu, il y a des contextes qui sont un peu différents. Moi, je prendrai pas de produits dopants à l'heure actuelle. En tout cas, peut-être que ça peut changer, mais à l'heure actuelle, je ne considère pas les produits dopants. De un, parce que je n'estime pas en avoir besoin, de par ce que je fais. De un, je suis pas dans le monde de l'esthétique, donc je cherche pas à construire un corps de bodybuilder pour monter sur scène. Et de deux, pour la performance, oui, je chasse la performance, mais je ne gagne pas ma vie avec de la performance. Donc, je m'en fous un peu. Je m'améliore avec ce que le bon Dieu m'a donné, ok? Et on s'améliore de cette façon-là. Si un jour, éventuellement, je considérais quelque chose, parce que j'y ai déjà pensé, je ne vais pas vous mentir, j'y ai déjà pensé. Mais il faut savoir un truc sur moi, c'est que, vous savez, à chaque fois qu'on vous dit, oui, mais il y a 1% de chance d'avoir des effets secondaires ou 0,1% de chance d'avoir des effets secondaires. Une personne sur 10 000 a des effets secondaires. Vous pouvez être sûr que je suis cette personne-là. Et ma vie, mon expérience de vie me l'a démontré. Donc moi, j'ai peur les amis. Et si, voilà, je pense que c'est la raison principale pour laquelle je n'utiliserai pas ces produits dopants. Parce que je trouve aussi que les gens sont pas très honnêtes. Ils parlent, on voit les bienfaits, etc., on voit le look, mais très peu osent ouvertement parler des effets négatifs, ok? Et il y en a énormément, donc faites attention encore une fois, ne vous faites pas avoir par ces images, par ce côté superficiel. L'extérieur, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et de l'extérieur, on dirait que tout se passe bien, mais croyez-moi, à l'intérieur, la plupart de ces gens ne se sentent pas bien, ne sont pas en bonne santé, etc. Donc faites attention à ça, c'est toujours le message important. Maintenant, si vous le faites, si vous prenez des produits dopants parce que ça fait partie de votre sport, eh bien voilà, ça fait partie de votre sport. Hein. Je pense au bodybuilding. C'est moi, quand on me dit un bodybuilder qui prend des produits dopants, moi je le regarde, je dis bah oui, ça fait partie du sport. Si tu as signé pour faire du bodybuilding, à moins que tu veuilles rester dans la catégorie naturelle, et encore une fois, il y a certaines limites, parce que si tu as pris des produits dopants il y a, je sais pas, 5 ans, et que ça t'a permis d'atteindre un nouveau palier, et que ensuite tu es naturel pendant les 5 ans d'après, oui, mais
n'aurais pas pu atteindre ce palier si tu n'avais pas fait recours à ces produits dopants. Donc, est-ce que tu es vraiment naturel? Non. Et c'est là où vous avez qu'à regarder l'évolution de la catégorie men's physique, des gars naturels. Les gars, c'est pas assez. Attends, en 10 ans, on est les mêmes êtres humains. Les gars, ils ont complètement évolué. Les épaules des gars d'aujourd'hui, là, c'est la largeur de ma table. Ok, table où on peut asseoir 10 personnes. Ok, donc, les gars, arrêtez les conneries. Donc voilà, si ça fait partie de ton sport et que tu veux le prendre, très bien pour toi, moi je m'en fous complètement. Un truc par contre que j'aime pas, c'est si tu prends des produits dopants et que tu fais des sports de combat. Pour moi ça c'est pas correct. Parce que si tu fais des sports de combat, là on est littéralement en train de chercher à blesser l'opposant. Et pour moi là c'est vraiment de la triche. Là c'est vraiment de la triche, c'est un truc que je respecte pas du tout dans les sports de combat. Donc voilà, mis à part ça, après bien entendu dans tous les sports c'est moins respectable. C'est face à quelqu'un qui est naturel, c'est moins respectable. Maintenant pour le côté esthétique, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, j'ai pas de problème dans la peau, je me sens très bien. Il y en a qui diront t'as de la chance, etc. Mais ouais, mais vous aussi, vous pouvez l'être. Ok, il suffit d'être en paix avec vous-même, avec ce que vous avez, et avoir une mentalité simplement qui cherche à s'améliorer sans vouloir sauter les étapes. Et si vous voulez éventuellement sauter les étapes, force à vous, faites le bien. Et ce que je vous invite à faire, c'est de consulter un médecin, quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui s'y connaît. Je sais que c'est dur à trouver parce que j'en ai pas trouvé. Parce que j'ai pensé à tout ça. Je me suis dit, j'aimerais bien consulter quelqu'un qui s'y connaît vraiment, un médecin qui est calé, qui connaît le monde de la musculation, qui connaît le monde de l'entraînement et qui pourrait me guider là-dedans. Pas le gars de votre salle là qui va faire une picouse dans les fesses et au final, après, vous avez des problèmes. Okay, donc, faites attention à ça, bien entendu. Et comparez-vous à vous-même, à qui vous étiez hier et non pas à qui vous êtes, à quelqu'un d'autre. Okay, ça, c'est très important et je pense que c'est le message. Pour moi, c'est un débat qui est un peu inutile. Je m'en fous complètement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Maintenant, la deuxième question qui est intéressante. Tu as une audience qui grandit, mais tu ne fais pas de... j'ai pas de sponsoring avec des compléments alimentaires, etc. Pourquoi je ne le fais pas? C'est vrai que je reçois énormément de messages depuis longtemps. Alors, j'ai que quelques dizaines de milliers d'abonnés. Mais je suis pas comme les grands influenceurs. Mais... d'ailleurs, je déteste ce terme. Ne m'appelez pas influenceur, ça me fait vomir. Mais... pourquoi je fais pas ça? Écoutez, simplement parce que moi il y a plusieurs choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Le premier truc, c'est que c'est pas mon discours. C'est pas mon discours de parler dans un premier temps des produits, des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, je suis transparent à chaque fois là-dessus, j'en prends que très peu. Je vais toujours favoriser la base de la pyramide, le sommeil, un bon entraînement, une bonne structuration, etc. Maintenant, il y a bien entendu des compléments alimentaires qui, en fonction de l'individu, peuvent aider. Mais de manière générale, si on fait la base, moi, je recommande tout le temps la protéine whey en complément si nécessaire. Encore une fois, si nécessaire, c'est un complément. Donc le terme, les mots ont leur importance ici. Si c'est pas nécessaire, on n'en prend pas. La créatine, c'est un complément alimentaire que je peux recommander les yeux fermés d'après toutes les recherches qu'on a sur le sujet, et c'est à peu près tout. Peut-être du magnésium si quelqu'un a des deficiencies, des carences, et bien voilà. Mais encore une fois, il faut faire un test sanguin. À partir de là, vous allez savoir ce dont vous avez besoin. Et à partir de là, vous pouvez prendre les compléments nécessaires. Mais je trouve que c'est un peu surcoté les compléments. Attention, je dis pas qu'il y en a qui sont pas bons. En ce moment, par exemple, je prends de la ashwagandha. Je trouve que c'est cool, ça m'aide à me relaxer le soir et je teste. Donc ça, c'est le premier truc. C'est que la base de la pyramide, pour moi, c'est ça. Je vais toujours avoir ce message qui va chercher à promouvoir la base avant tout, et c'est ce qui va donner les meilleurs résultats. Okay, la deuxième chose, c'est que moi, j'ai pas besoin de ces revenus-là. J'ai toujours cherché à être le plus correct possible, le plus intègre possible, et à jamais vendre mon âme. C'est très important, et c'est pour ça que je fais pas du divertissement. Vous me voyez pas faire des singeries, faire le clown, etc. Je vends de l'éducation. J'aspire à véhiculer une image qui est positive, une image de quelqu'un qui arrive à allier l'intellect avec toujours le côté un peu drôle, etc. et le côté lui-même. Je suis moi-même. Et j'ai pas envie de commencer à faire des blagues, faire du divertissement ou qu'on puisse m'acheter avec les produits que je dois vendre parce que je dois payer mon loyer. Je suis pas comme ça. Moi, je me débrouille, je fais mes trucs. Si vous voulez me soutenir, achetez mes programmes. Et dans mes programmes, voilà, j'y mets vraiment de l'intention. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion, etc. pour fournir vraiment ce qu'il y a de meilleur avec toutes les années d'expérience et de connaissances que j'ai pu accumuler. Et voilà, donc du coup, j'ai pas besoin de ces revenus. Ça veut pas dire que un jour, tôt ou tard, ça peut arriver que j'ai quelque chose qui m'intéresse. Mais si je le fais, et je pense que c'est ça le message le plus important, je valorise énormément la confiance que mon audience m'accorde. Et du coup, je ne vais que promouvoir un truc si je sais que à 100% c'est fiable. Ça veut dire que je l'ai testé pendant un moment, j'étais très satisfait de ce produit et là, je peux le recommander en mentionnant les pour et les contre éventuellement, et comme ça pourra vous aider. Mais c'est pour ça que je ne vends pas de compléments alimentaires d'autres personnes, que je ne sponsorise pas des produits d'autres personnes, peu importe ce que c'est, ok? Donc j'espère que c'est clair pour vous. Moi, j'accorde énormément d'importance à la confiance que vous m'accordez et ça va rester comme ça, ok? Donc vous n'allez pas me voir vendre mon âme au diable. Je suis pas comme ça, moi. J'aime pas la mendicité. Je vis
j'aimerais qu'on vive tous dans des, j'allais dire des pays, mais dans un monde méritocrate. On mérite, ok? Donc il faut pas me donner des trucs. Hey, je fais le nécessaire, je viens donner de l'information. Et ceux qui veulent soutenir, vous achetez mes programmes, c'est comme ça que vous pouvez me soutenir. D'ailleurs, faites-le pour tous les créateurs de contenu que vous appréciez, que vous voulez soutenir. Parce que eux sont les vrais gars qui font le vrai taf et qui ne vendent pas leur âme au diable, juste en faisant des trucs pour des compléments, des trucs qu'eux-mêmes n'utilisent pas ou n'aiment pas. Attention, on n'est pas tous dans cette situation-là. Ça peut arriver que dans quelques mois, je fasse la promotion d'un produit. Mais si je le fais encore une fois, c'est parce qu'on le fait de manière intègre et c'est que c'est une plus-value pour vous. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question de Julien, intéressante, qui sort un peu du contexte technique des choses. Deuxième question de Mathieu Giagosa, pardonnez-moi encore une fois, j'aime pas même prononcer les noms de famille parce que parfois je dis n'importe quoi. Bonjour, tout d'abord merci pour le contenu de fou que tu partages. Ma compagne est joueuse de rugby à 13, elle s'est fait les croisés par 2 fois il y a maintenant plusieurs années. Cela a entraîné une diminution de ses capacités d'accélération, d'appui et de vitesse. De plus, elle souffre également d'arthrose à un genou et n'arrive plus du tout à développer de la force lors d'une flexion complète du type squat profond avec genoux qui dépassent les orteils. Au niveau entraînement, elle s'entraîne 3 fois par semaine au rugby, plus le match et 2 jours en salle CrossFit pour du renfort. Du coup, j'ai 2 questions. À 33 ans, après 2 blessures assez graves, quel type d'entraînement est préconisé afin de retrouver au maximum ses capacités d'appui et de vitesse? Deuxième question, est-il possible, en respectant une surcharge progressive, de rendre plus fonctionnel son genou en se forçant à travailler dans l'amplitude max malgré l'arthrose? Et cela aurait-il un impact positif? Ok, merci pour ta question ici Mathieu. Je vais essayer de guider, encore une fois, de partager ma réflexion. Tout ce qui est dit ici n'est pas une liste exhaustive de choses à faire et peut-être que ça va partir un peu dans tous les sens, mais je vais essayer de garder le tout de la manière la plus structurée possible. Alors, le premier truc qui me saute aux yeux ici, c'est que je vois que voilà, on a des entraînements de rugby, on a le match, on a quelqu'un qui est dédié, qui fait ce sport depuis un moment, et on a des problèmes spécifiques. Et quand on va en salle de renfort, on fait du crossfit. Alors, c'est déjà mon problème. Là déjà, pour moi, il y a un drapeau rouge. Parce que si tu as un problème spécifique, tu peux pas l'adresser en faisant quelque chose de trop général et qui est spécifique à un sport donné. Là, j'aimerais avoir une approche, quand j'ai fait du renfort en salle, j'aimerais avoir une approche spécifique pour la personne et l'athlète en question. Qu'est-ce que j'entends par là? La personne et l'athlète en question, en prenant en considération justement tout ce que tu as mentionné. C'est-à-dire qu'on a eu une rupture du ligament croisé. Est-ce que je relis simplement ce qui a été donné ici? Et on a également des douleurs au niveau du genou. Donc là, à partir de là, je me dis, ok, j'essaie d'accumuler toutes ces informations et là je peux donner vraiment quelque chose à suivre. Okay, donc cette personne s'est fait les croisés. Alors ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne sont pas familiers avec les croisés, c'est qu'on va, donc les croisés, les ligaments croisés, on va faire une greffe souvent d'un bout de tendon qu'on va prendre au niveau soit des ischio-jambiers, soit en général du muscle gracile, donc un des muscles des adducteurs. Et ensuite, on va placer ce bout de tendon au niveau des anciens ligaments croisés pour reconstruire ces ligaments croisés. Et avec le temps, ces ligaments croisés deviennent justement, ou ces bouts de tendon deviennent justement des ligaments. C'est comme ça que le corps s'adapte. Pour vous dire que le corps s'adapte en fonction des demandes qui sont placées sur ce dernier, les tissus vont s'adapter. C'est pour ça que le tendon, le bout de tendon devient du ligament. Et souvent, ce qui se passe lorsque on fait ce genre de greffe, eh bien, c'est qu'on va observer une perte de force du côté de où on a pris cette greffe. Donc, au niveau des ischio-jambiers, au niveau également du muscle gracile, par exemple, donc au niveau des adducteurs. Et ces muscles qui sont souvent responsables de tout ce qui va être extension de hanche. Et souvent, ce qu'on va noter, beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé, c'est que voilà, on a perdu de la force d'un côté, on est moins explosif, on arrive moins bien à accélérer, à se projeter, on arrive moins bien à rebondir. Bref, toutes ces choses-là qui sont fondamentales pour notre développement athlétique. Et donc, il y a plusieurs choses à garder en tête. Je ne sais pas si la greffe s'est faite d'un côté, si c'était... Donc là, les croisés, pas par 2 fois. Donc, je ne sais pas si les ligaments croisés sont faits aux 2 genoux ou à un genou et s'il y a eu une greffe des 2 côtés ou d'un côté, peu importe. Voilà ce que je pense. Dans un premier temps, lorsque on a une douleur au genou, on a les ligaments croisés, le premier truc à garder en tête, c'est qu'on va être le plus spécifique possible, comme je l'ai dit. Et si on va penser spécificité ici, eh bien, on veut penser travail articulaire pour le genou. On doit commencer par la base. On doit travailler sur les tissus les plus profonds de l'articulation. On doit commencer par la capsule articulaire, tous ces tissus ligamenteux
qui viennent justement tenir cette articulation, si on veut, hein, c'est en vulgarisant ici, mais les tissus, on doit penser tissus les plus profonds aux tissus les plus superficiels. Et donc le premier travail de renfort, c'est ça, c'est de faire du travail, ce qu'on appellerait aujourd'hui du travail de mobilité, donc du travail de développement articulaire au niveau des tissus les plus profonds de l'articulation, et ensuite, toujours d'un point de vue localisé, du travail spécifique pour les tissus plus superficiels. Okay, donc là, on va penser muscles, etc. Bien entendu, toutes les structures qui viennent entourer le genou. Okay, et ça peut faire partie intégrante d'un programme plus global. Ça peut fonctionner par phase. Donc là, comme je comprends le tout, cette personne arrive quand même à s'entraîner. Ce que je ferais, c'est j'essaierais de faire un pas en arrière de façon à travailler sur l'articulation du genou. Le problème d'arthrose, éventuellement, va s'améliorer. On doit respecter simplement notre ressenti face à la douleur. C'est-à-dire qu'on doit gérer les intensités, les angulations, tout en flirtant toujours avec ce qui est tolérable. Et éventuellement, eh bien, on va augmenter ce palier de tolérance à l'intensité, aux angulations qu'on utilise, etc. Et à partir de là, on va pouvoir se retrouver dans des angulations plus profondes avec des intensités plus élevées, etc. etc. Okay, donc c'est aussi simple que ça. Donc le principe de progressivité, pour répondre à la deuxième question, malgré le problème d'arthrose, eh bien selon moi c'est quelque chose que on peut aller dans la bonne direction. Okay, on peut s'améliorer. Donc tout simplement respecter le même processus. Maintenant, spécificité du genou articulaire. Maintenant, on revient à ces greffes potentielles qui ont eu lieu. Qu'est-ce que je ferais? J'ai du mal avec les appuis, j'ai du mal avec l'accélération, etc. Eh bien, je mettrais un focus particulier sur du travail unilatéral, ce qui va être fente bulgare, etc. Je pense que ça va être super important, et du travail également pour l'extension. Donc, extension de hanche ici. Donc, bien entendu, les exercices classiques qu'on connaît, c'est les hip thrusts, mais ça peut être du travail d'accélération, mais avec un focus technique. Tu peux te filmer sur le côté et voir si tu as un bon angle de projection. Si tu travailles avec un coach ou si tu regardes quelqu'un, eh bien, tu peux le voir également. Ok, il y a un bon angle de projection, on va se forcer un peu plus là-dessus, faire du travail de mobilité également pour l'extension de hanche. Voilà, ces aspects-là qui vont nous donner un gros retour sur investissement. Donc si je venais à résumer ici, travail spécifique pour l'articulation du genou, travail de développement pour l'articulation du genou, donc capsule articulaire, ligaments, etc. Ensuite, intégrer du travail spécifique pour le genou d'un point de vue tissu superficiel, donc on va penser muscle ici, donc très simple, tu vas penser extension du genou, flexion du genou, avec par exemple des machines, ça va très bien, c'est là où les machines ont énormément de valeur, les leg extensions, les curls, etc. Au sein d'un programme complet également, donc c'est là où tu vas mettre le focus sur les exercices unilatéraux, comme je l'ai dit, et des exercices d'extension de hanche, mobilité pour améliorer cette fin d'amplitude de mouvement, parce qu'on a sûrement perdu l'accès éventuellement à cette fin d'amplitude de mouvement, et renforcer le tout avec des patterns plus complètes comme les hip thrusts, les single leg hip thrusts, donc hip thrusts unilatéraux, etc. etc. Okay, donc aussi simple que ça, pour moi, tu peux que aller dans la bonne direction si tu fais le tout de cette façon-là. Et de toute façon, quelle est l'alternative? Okay, l'alternative, c'est ne rien faire ou rester dans la douleur. C'est pas des bonnes options. Et c'est souvent ça, qu'on me dit, ouais, est-ce que c'est possible de toute façon, tu n'as pas d'autre alternative. Donc fais ça, tu peux pas faire faux en te disant je vais pas forcer dans la douleur, je vais pas forcer dans les angles douloureux, je vais pas forcer en utilisant une intensité qui n'est pas que je n'arrive pas à tolérer. Aussi simple que ça. Si tu respectes ces règles-là et tu le fais avec un programme structuré, eh bien ça peut t'aider. Si tu veux checker mon programme Genou Bulletproof, va checker ça. C'est un programme qui sera efficace justement pour travailler sur les tissus les plus profonds de l'articulation, et là ça pourra grandement t'aider. Voilà tout. Et après un programme de renfort classique, ça pourra énormément t'aider. Le programme Hybrid Starter par exemple, ou le programme Hybrid Strong, ça va dépendre de ton niveau, ok. Ça pourra énormément t'aider également. Alors bien entendu, il y a plein d'autres trucs à analyser, la capacité de hanche, voir si ça joue un rôle dans sa globalité. Mais voilà, dans les grandes lignes, j'espère que ça pourra t'aider. Ensuite, troisième question qui a été posée par William ici. Salut Kevin, basketteur depuis quelques années maintenant. J'ai des tendinopathies patellaires qui traînent depuis un moment maintenant jusqu'à la blessure totale de la rupture des LCA. Depuis que j'ai découvert tes vidéos, je travaille ma mobilité genou, hanche, cheville depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai depuis tout petit un hallux valgus très prononcé au niveau de mes deux pieds. Pieds qui s'affaissent fortement. Tu penses qu'il y aurait, moi qui ai voulu corriger le français, tu penses qu'il y aurait un lien potentiel avec l'hallux? Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'hallux valgus, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le gros orteil rentre vers l'intérieur. Et moi j'ai eu ça également pendant longtemps, et j'ai dédié un épisode parce que je travaille sur un programme là-dessus. Ça m'a posé énormément de problèmes. Et moi, énormément de problèmes d'un point de vue esthétique, énormément de problèmes d'un point de vue démarche, énormément de problèmes d'un point de vue développement athlétique. Et je vais essayer d'expliquer le tout dans les grandes lignes. Et je vais expliquer éventuellement les liens potentiels avec d'autres problèmes qu'on peut rencontrer. Alors,
l'allus valgus, comme je l'ai dit, on a le gros orteil qui rentre vers l'intérieur. Le gros orteil, lorsqu'il rentre vers l'intérieur, et bien souvent, ce qu'on va observer, c'est que, pourquoi déjà il rentre vers l'intérieur? Plusieurs raisons. Déjà, la première raison qui est obvious, qui nous concerne presque tous, c'est qu'on a des chaussures, on porte des chaussures avec un toe box, ce qu'on appelle le toe box, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en gros, l'endroit où se trouvent nos orteils qui est très serré, alors qu'on devrait avoir un toe box qui est plutôt large. Et du coup, à force de garder ces orteils tout le temps compressé, et bien au bout d'un moment le corps s'adapte, ok, et on va voir cet orteil qui rentre vers l'intérieur. Et on perd également une capacité importante du gros orteil qui est de faire une dorsiflexion du gros orteil, donc à fléchir le gros orteil. Et ça fait partie du mouvement de démarche normale de l'être humain. On doit fléchir le gros orteil lorsque on va vers l'avant, ok, on fait une extension de hanche et ça nous permet de nous projeter toujours vers l'avant. Et le problème lorsque on a cet allus valgus et qu'on est limité au niveau de cette dorsiflexion du gros orteil, eh bien c'est qu'on a tendance justement on a tendance à tourner son pied vers l'extérieur. À défaut de pouvoir fléchir son gros orteil, eh bien on doit tourner vers l'extérieur un peu comme des pieds de pingouin pour pouvoir aller de l'avant. Parce que votre corps ne va pas vous dire non, on va plus de l'avant. Non, il va trouver un moyen d'aller de l'avant et comment on va le faire? Il va créer une compensation. Et cette compensation, malheureusement, elle vient alimenter encore plus l'allus valgus. Et on finit par avoir un gros orteil qui rentre au maximum vers l'intérieur. Et mesdames, celles qui portent des talons et qui ont des pieds qui sont relativement larges pour ce genre de chaussures, eh bien, ça va être extrêmement prononcé. Et bien entendu, eh bien, ce qu'on appelle la chaîne kinétique, on va avoir une articulation, on va avoir un impact sur la prochaine. Et bien entendu, les articulations du pied vont avoir un impact sur les articulations de la cheville, du genou, de la hanche, etc., etc. Donc vous voyez comment le tout est intimement interconnecté et votre corps va chercher à compenser d'une manière ou d'une autre pour vous permettre de continuer en gros. Donc aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que j'adresserai ça? Oui, absolument, j'adresserai ça. Comment je fais? Eh bien, déjà, essayez de bouger vos orteils, écarter vos orteils. J'ai déjà publié plusieurs trucs comme ça sur Instagram. Il y a plusieurs années, je pense que je vais faire des vidéos sur YouTube également. Apprendre à fléchir son gros orteil, très important. Et bien entendu, voilà, se familiariser avec des mouvements, des entraînements à pieds nus. Moi, comme je le dis à chaque fois, dès que j'ai l'occasion de faire une partie de l'entraînement à pieds nus, eh bien, je vais le faire. Okay, et j'ai déjà fait des épisodes là-dessus. Par exemple, avec mes athlètes, j'aime bien faire de la pliométrie à pieds nus lorsqu'on peut, lorsque le sol le permet. Si ça va nous cramer les pieds, on va pas le faire bien entendu, mais si on peut, pliométrie à pieds nus, marcher à pieds nus, entraînement à pieds nus. Pas forcément le lift principal à pieds nus, parce que si tu n'as pas l'habitude de t'entraîner à pieds nus, et là tout d'un coup tu le fais à pieds nus, ça va pas être utile, parce que le but du lift principal c'est de développer un maximum de force, de vitesse, peu importe, et j'ai envie de te mettre dans la position la plus adéquate pour le faire, ok? Donc voilà, tu es habitué à faire ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un potentiel avec la tendinopathie patellaire? Non, je pense que ça serait trop facile de dire que tu as une tendinopathie patellaire à cause de ça. De manière générale, on va développer une tendinopathie à cause d'une sous-sollicitation ou sur-sollicitation, en l'occurrence, vu que tu es un basketteur depuis petit. Ça fait partie de ton sport. À chaque fois qu'on fait ces mouvements où on cherche à décélérer rapidement, ça fait partie du basket. C'est pour ça que énormément de basketteurs ont des tendinopathies patellaires. Eh bien, on va surcharger ce tendon. On ne lui laisse pas assez de temps pour revenir à son état normal. On n'a pas d'entraînement spécifique pour qu'il revienne à son état normal. Et forcément, le tendon va se dégrader. Au bout d'un moment, eh bien, là, va se dégénérer. Et au bout d'un moment, la douleur vient s'installer. Okay, donc, est-ce que c'est lié à... On ne peut pas le garantir à 100%, d'accord? À mon avis, même si tu n'avais pas d'allus valgus, eh bien, ça aurait été éventuellement un problème que tu aurais pu rencontrer. La plupart des basketteurs vont rencontrer ce genre de problème, tendinopathie patellaire. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez la tendinopathie patellaire, eh bien, il faut traiter le tendon. Comment on traite un tendon? C'est simple, je le répète depuis plusieurs épisodes. Justement, lorsque j'ai sorti ces programmes sur les tendinopathies, on doit charger un tendon pour qu'il puisse s'améliorer. De la même façon qu'on doit charger un muscle pour construire du muscle, on doit charger du tendon pour construire du tendon. C'est la seule façon, ok? Et on doit le faire de manière appropriée, avec une structure bien précise. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, ok? Vos tendons ne vont pas se régénérer du jour au lendemain. Pendant longtemps, on a cru que les tendons étaient des tissus inertes, c'est-à-dire des tissus qui ne pouvaient pas s'adapter, dans lesquels on n'allait pas observer de changement. Et c'est totalement faux. Les tendons peuvent se régénérer, ok? Et c'est ce que vous devez garder en tête. Et j'ai vécu ça. J'ai eu moi aussi tendinopathie patellaire. J'ai eu aussi ma tendinopathie quadricipitale. Et j'ai aidé énormément d'athlètes du plus haut niveau à travailler sur ça. Là, je pense encore une fois à mon gars Amadou Onana, avec qui je travaille, athlète belge qui joue en première ligue au foot. Et pareil, la saison dernière c'était une catastrophe, et cette saison, au moins la tendinopathie patellaire va bien. Le tendon, il y a toujours cette dégradation, mais
on a retrouvé la fonction, on n'a plus mal, on arrive à performer et il est dans les top 10 des joueurs les plus rapides de la première ligue. Ok, top 10 ou top 15, je ne me rappelle plus maintenant. Ok, même si c'est top 20, hein, tu vas dire quoi? Top 20 de la première ligue. Donc les gars, écoutez ce que je dis. C'est pas comme si j'inventais, je sortais ça de mon chapeau. Je l'ai fait avec des grands noms, des moins grands noms. Bref, donc j'espère que ça pourra vous aider. Il faut charger le tendon et toi, du coup, William, tu as ces deux choses sur lesquelles tu dois travailler. Ton hallux valgus, donc la musculature du pied, les fonctions de tes orteils et charger le tendon patellaire. D'ailleurs, j'ai sorti un programme qui s'appelle Restore tendinopathie patellaire. Les gars, je fais ça pour vous littéralement, ok? Donc allez checker ça, programme Restore tendinopathie patellaire. En plus, c'est 50% off, donc pas d'excuses. Dernière question ici qui a été posée par Julien. Salut Kevin, j'espère que tout va bien pour toi et que ton emménagement se passe bien. Pour le contexte, j'ai 26 ans, je fais de la musculation type bodybuilding depuis 3 ans. J'ai commencé le MMA, grappling et la boxe thaï depuis peu, hormis pratiquer les sports en question. Comment améliorer mon explosivité du haut du corps particulièrement? Par semaine, je fais un full body, un upper et un lower. J'ai une autre question. Peux-tu nous parler de la pliométrie sur le haut du corps? Je n'entends personne en parler. Et est-ce que ça pourrait être utile pour la boxe / MMA? Merci à toi. Donc ici, c'est pas une autre question au final, hein, la question de Julien ici, de Julien qui ont posé des questions. La question de Julien ici qui au final dit comment j'améliore mon explosivité du haut du corps. Bien, utiliser justement ces principes de pliométrie pour le haut du corps, et bien ça va te permettre d'améliorer ton explosivité. Ok. Donc je répète à chaque fois qu'on parle d'explosivité, on parle simplement de caractère explosif, on parle de chercher à fournir une intention maximale pour se déplacer le plus rapidement possible. C'est ce que ça veut dire, ok? Donc souvent on se perd un peu avec certains termes, mais c'est ce qu'on veut garder en tête. Maintenant, c'est vrai que souvent ce qu'on va rencontrer, surtout des gens qui viennent des entraînements de type musculation classique, type bodybuilding, et qui vont transitionner à un sport de combat, mais on se rend compte qu'on est super lent au niveau des poids. On arrive à faire un développé couché à 100 kg, 110 kg, 120 kg, mais au final on n'arrive pas à envoyer des points rapidement. Et donc, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai parlé d'une des caractéristiques les plus importantes d'un point de vue athlétique sur moi, c'est d'apprendre à contracter et à relâcher. Okay? Contracter et relâcher. C'est ça, c'est vraiment ça qui va définir votre un mouvement avec ces caractéristiques de puissance. On doit apprendre à contracter et relâcher rapidement. Parce que contracter rapidement, c'est une chose, mais apprendre à contracter, relâcher et recontracter, c'en est une autre. Et c'est ce qu'on voit justement avec les sports de combat. Eh bien, on voit justement les gens qui arrivent, ou les combattants qui arrivent à enchaîner plusieurs points rapidement. Pam, versus un gars qui arrive à contracter simplement rapidement, mais qui n'arrive pas à revenir, qui n'arrive pas à avoir ce timing de contracter et relâcher, etc. Okay? Donc très important pour tous les sports, lorsque vous les analysez, c'est toujours la même règle qui s'applique plus ou moins. Okay? Donc maintenant, essayons de revenir à des aspects pratiques pour que je puisse t'aider ici, Julien, et que je puisse aider d'autres pratiquants. Le premier truc à garder en tête, quand tu vas à la salle de musculation, tu fais ta séance upper et lower avant de parler d'exercices bien précis et de techniques bien précises, c'est de toujours y mettre l'intention de bouger vite. Lorsque tu vas faire même ta session upper et que tu vas travailler sur ton exercice qui cherche à fournir de l'effort max, eh bien, ce que tu veux faire, c'est penser à tout le temps bouger vite, mettre l'intention de bouger vite dans ce que tu fais. L'intention, c'est vraiment la clé, je le dis à chaque fois, et ça peu importe la pratique. Si vous faites du bodybuilding, bien vous savez que l'intention, c'est la clé. Si vous faites du développement athlétique, l'intention, c'est la clé. On veut chercher à bouger le plus rapidement possible. Maintenant, je vais essayer de distinguer ici deux pratiques. Tu vas avoir la pratique dans ta salle de boxe, de MMA, peu importe, et la pratique préparation physique quand tu vas à la salle de musculation. Je me permets de parler des deux parce que j'ai quand même un bagage là-dedans depuis plusieurs années. Okay? Donc en salle, si tu veux travailler ton explosivité avec ton coach ou si tu es par toi-même au sac, une des plus grosses erreurs qu'on fait, selon moi, lorsque on va en salle de boxe, etc., et les coachs souvent nous font ça parce qu'on a la mentalité go hard ou go home, c'est go, encore, t'es fatigué, go, vite, encore plus fort, power. Je déteste quand mes coachs font ça parce que je sais que pour le mental c'est bien, mais il y a le savoir derrière qui me bloque, qui me dit ça sert à rien. Okay? Donc il faut savoir ce que vous cherchez à faire. Est-ce que vous cherchez à développer le mental ou alors est-ce que vous cherchez à développer vraiment la puissance de votre athlète? Et en l'occurrence, si tu veux chercher à développer ta puissance ici, être plus explosif, eh bien, tu peux travailler de la même façon au sac, mais avec la même intention. Donc, tu vas travailler sur 2 coups par exemple. Tu es débutant, tu commences, ça fait quelques temps que tu en fais. Ok, travaille sur 2 coups par exemple. Par exemple, ça va être un 1-2, ok? Ou ça va être un cross hook, un bras droit et un crochet gauche. Pam. Et ce que tu veux faire, c'est que tu veux fournir ton 100% à chaque fois. Tu veux chercher à aller le plus rapidement possible, mais sans jamais te fatiguer, ok? Donc ça va être pam, pause, pam, pause, relâche, pam,
Ok? Jusqu'au moment où tu sens que, hey, imaginons tes premiers coups, tes deux premiers coups, ça va être 100%. 100%. Ensuite, ça va être 98, 96%, 95%, 92%. Ah, ok, je m'arrête, je prends ma pause. Ok, et c'est tout, je m'arrête, j'ai pris assez de temps. Le but ici, c'est d'apprendre à ton système nerveux à décharger cette quantité de force le plus rapidement possible, sans jamais le cramer. Parce que quand tu t'es cramé, en fait, quand tu utilises ces fibres musculaires rapides, elles prennent du temps à se recharger en énergie. Donc ça veut dire que si tu passes en dessous des 90%, des 90%, eh bien là, tu t'es cramé. Et quand tu t'es cramé, eh bien, tu vas plus réussir à passer au-dessus du palier des 90%, des 90%. Et là, t'as niqué ton entraînement en gros. Donc ce que tu veux faire, c'est ça, c'est le faire de manière méthodique. Lorsque tu vas à la salle, tu organises le tout correctement. Et ça peut être quelques rounds. Tu vas te dire, ok, je vais faire des rounds de, je sais pas, 2 minutes, où ça va être que ça. Pam pam, pam pam, pam pam, ok. Tu prends ta pause, 1 minute, peu importe. Tu organises le tout comme tu souhaites, ok. Éventuellement, j'essaierai d'organiser un truc pour vous, ça pourra vous aider. Ensuite, maintenant, à la salle. Moi, j'aime bien penser à ça de la manière suivante. Pour penser le bas du corps, on va se caler sur le bas du corps parce que c'est plus simple à comprendre pour la plupart des gens. La plupart des gens comprennent les sauts, les différents sauts, la pliométrie. Okay, donc, il y a une différence entre des sauts, les sauts classiques, imaginons sauter sur une box, un box jump, et de la pliométrie. Lorsque on parle de saut classique, c'est très bien, on apprend à produire un maximum de force à condition de le faire avec la bonne intention, d'accord, pour atteindre une hauteur ou pour atteindre une distance. Okay. Et dans ces sauts, on va avoir différentes catégories. On va avoir ce qu'on appelle des sauts en départ arrêté. Donc imaginons que tu es assis sur un banc et tu dois atterrir sur la box, ou assis sur un banc et tu dois te projeter le plus loin possible. Et tu peux avoir également ce qu'on appelle des sauts en contre-mouvement, ce qu'on appelle en anglais les counter movement jumps. Contre-mouvement, c'est-à-dire qu'on va avoir une phase excentrique, donc la phase de descente. Tu vas descendre à un quart de squat par exemple, et le plus rapidement possible, eh bien, tu vas chercher à inverser la contraction et à aller le plus haut possible ou le plus lent possible vers l'avant. Okay. Les deux ont extrêmement de bénéfices, ça va dépendre de ce que tu cherches à isoler ici. Okay. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle de la pliométrie. Et là, on va retrouver une phase d'atterrissage, donc la phase excentrique, la phase où on est en contact avec le sol pendant un temps très court. Et ensuite, on a notre phase concentrique, on cherche à se propulser vers le haut, encore une fois, ou vers l'avant. Et ce qui définit un exercice avec cette caractéristique de pliométrie, eh bien, c'est le temps de contact avec le sol. Le temps de contact avec le sol doit être le plus court possible. Et c'est intéressant d'un point de vue athlétique, ça nous permet de travailler sur ce qu'on appelle la force réactive. Cette capacité à être réactif, à produire justement de la force en le temps le plus court possible. Okay. Et pour ce faire, eh bien, on travaille pour le bas du corps, on doit travailler sur un aspect tendineux et sur cet aspect nerveux. Okay. Donc, on a ces trois catégories de sauts pour faire très simple. Et pour le haut du corps, eh bien, tu vas organiser le tout de la même façon. Et c'est comme ça que je l'organise pour ceux qui font Train Like Me depuis bientôt, ça va faire 1 an, on arrive au dernier mois avec moi. Hein. Eh bien, on fait de la pliométrie pour le haut du corps. Pour le haut du corps, tu vas penser ça. Tu vas penser saut avec départ arrêté. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à, par exemple, tu es couché sur le ventre et tu vas chercher à, donc position de pompe, et tu pousses, tu cherches à exploser et ensuite à atterrir en position de pompe ou à atterrir sur, par exemple, des plateaux sur le côté de tes mains. Bam, c'est l'équivalent exactement de ce box jump, mais avec des pas arrêtés. Okay. Maintenant, tu peux avoir un counter movement jump, okay, le saut en contre-mouvement, pareil pour le haut du corps. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en position de pompe, tu descends en demi-pompe rapidement, donc tu te laisses tomber. Et l'idée, c'est de catch, de t'attraper justement cette demi-pompe et d'inverser la contraction le plus haut possible. Et là, tu te propulses en cherchant à faire une pompe explosive. Okay. Donc, pompe explosive, on cherche à décoller les mains du sol. Ou tu peux clapper des mains, tu peux faire ce que tu veux. Okay. Bam. Ensuite, pareil pour la pliométrie, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut garder un temps de contact avec le sol qui est le plus court possible. Bien, tu peux faire pareil. Et là, pour le haut du corps, pour une pattern de poussée et pour le pattern de tirage, c'est la même chose. J'en reviens dans un instant à ce détail-là. Eh bien, tu peux te mettre tout en bas de ta position de pompe. Okay, parce que tu ramènes tes tissus en position d'étirement. Et là, pareil, moi, un des trucs classiques avec lesquels j'aime commencer, c'est ce que j'appelle le in and out. C'est que tu atterris en bas, tu es tout en bas, tu descends. Tu remontes à quelques centimètres simplement, un petit coup, tu décartes tes mains extérieur, intérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ça serait l'équivalence ou l'équivalent de faire de la pliométrie extensive pour le bas du corps. La même chose que, voilà, faire simplement des petits sauts. Tu fais des petits sauts, pam, 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 pam. Et il y a 1001 façons d'organiser le tout. Tu peux placer tes mains vers l'avant, tu vois, un peu plus en diagonale, etc. Il y a 1001 façons d'organiser le tout. C'est comme ça que je le fais dans ma programmation. Et pour le bas, et pour tout ce qui va être tirage, eh bien, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. Absolument rien qui change. Donc, pour le haut du corps, tu veux penser à ça. Tu veux penser pattern où tu pousses et pattern où tu tires. Et avec cette même organisation et sous-organisation que je t'ai donné métaphoriquement parlant en se comparant au saut. Okay, pour le bas du corps. Donc, tu vas avoir les sauts, soit départ arrêté, soit les sauts en contre-mouvement, soit la pliométrie. Et tu fais pareil. Donc,
soit on pousse, soit on tire, soit avec des pas arrêtés, soit avec ce contre-mouvement, soit alors avec un focus sur le temps de contact avec le sol le plus court possible en cherchant à être réactif. Et c'est comme ça que tu vas améliorer le tout. Les gars, je vous ai donné des gems là, je vous ai donné beaucoup de secrets là, beaucoup de secrets. Normalement, il faut faire partie de mes programmes pour avoir tout ça. Mais bon, vous êtes l'audience du KSU Show, donc ça vous permettra de, bien entendu, améliorer tout ça. Après, tout ce que je viens de dire, eh bien, je l'ai montré, j'ai donné des exemples avec des pompes au poids du corps, mais ça peut se faire avec des haltères aussi. Tu peux faire, par exemple, ton son contre-mouvement, l'équivalence avec des haltères, couché sur le dos, pam, tu descends ta pompe, tu descends avec tes haltères, pam, moitié, ou tu queue en bas, pam, 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 pam. Il y a mille et une façons de l'organiser, ok? Donc, très simple lorsqu'on comprend le tout conceptuellement. Je vous invite à penser conceptuellement, c'est vraiment un game changer pour vous, ok? Et si vous voulez en apprendre plus, bien entendu, eh bien, je vous invite à checker mes programmes. Dans tous mes programmes, il y aura des trucs axés là-dessus. Bien entendu, ça, c'est plus axé sur la performance. Donc, pour ceux qui ont fait Train Like Me, vous êtes familiers. Sinon, il y a des programmes axés sur le développement athlétique et la performance qui arriveront très bientôt. Et vous êtes nombreux, parce que vous êtes beaucoup de combattants à me suivre. Kev, est-ce qu'il y aura des programmes pour les combattants? Oui, les amis. 2024, it's coming, baby, it's coming. Donc voilà, attendez, soyez patients. Je ne peux pas tout faire, malheureusement. Je ne peux pas tout faire. Donc, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu et pourra vous aider. Je vous invite encore une fois à appliquer, à exécuter. Il ne suffit pas d'écouter, il faut vraiment mettre en pratique tout ce que je vous dis. Et parfois, ça paraît flou, ok? Donc, si ça paraît flou, allez checker les programmes. Allez checker mes programmes ou ceux d'autres qui peuvent vous intéresser et qui peuvent vous aider, ok? Force à vous, nous on reste ensemble et on se parle /voit très bientôt. Tous les liens sont dans la description. Peace.